Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais traiter de la crise du IIIe siècle pour l'Empire romain au travers de la bataille d'Abritus, avec un plan qui sera en 4 parties. La première sera consacrée en fait aux définitions, à savoir qu'est-ce que j'entends par Antiquité tardive comparée au Moyen-Âge. La seconde sera le contexte, la bataille d'Abritus. Nous verrons que la crise du IIIe siècle commence juste avant. Bien sûr, nous aborderons un petit peu d'éléments de stratégie, de tactique et d'histoire militaire au cours de la troisième partie, lorsqu'on va se pencher sur les détails connus de cette bataille. Ils ne sont pas très nombreux, malheureusement. Et enfin, la quatrième partie, nous verrons les conséquences à court, moyen et long terme sur l'Empire romain. Alors, vous connaissez tous 476 comme date symbole pour marquer le début du Moyen-Âge. Cependant, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas à définir clairement la chronologie, puisque 476 n'est pas une date si importante que ça, malgré tout ce qu'on a pu vous dire sur la chute de Rome. C'est pour cette raison que certains historiens ont formulé le concept d'antiquité tardive autour de cette date de 476. Qu'est-ce que c'est que l'Antiquité tardive? C'est un petit peu difficile à définir. Disons que c'est un concept aux frontières floues qui permet de mieux comprendre comment la transition s'est effectuée entre un monde méditerranéen, civilisé, polythéiste et centré autour de Rome, à un monde européen et proche-oriental, non pas barbare, mais passé sous domination de nouveaux peuples, avec des religions monothéistes, et dont le centre de gravité géopolitique n'était plus Rome, mais plusieurs nouvelles villes. Le grand drame de l'Antiquité tardive, c'est que si tous les historiens sont à peu près d'accord pour la définir telle que je viens de le faire, eh bien, tout le monde diverge sur les dates qui la définissent. Certains vont la faire débuter au début du IIIe siècle et la faire se terminer au début du IXe siècle, c'est vous dire l'ampleur que peut prendre cette période, et d'autres vont vraiment remonter seulement un siècle en arrière avant la chute de Rome et ne guère aller au-delà de l'épopée de Bélisaire et de Justinien. En ce qui me concerne, j'aime bien faire commencer l'Antiquité tardive avec la bataille d'Abritus en 251, au milieu de ce que certains historiens appellent la crise du IIIe siècle, qui est en fait surtout une crise entre 238 et 284 pour l'Empire romain. Vous comprenez donc pour quelle raison cette bataille est méconnue, car elle est située à une époque charnière entre deux cascades d'événements, et elle a fortement influencé le destin de l'Empire romain. Voilà donc pour l'introduction et cette première partie sur les définitions qui vous permettront de comprendre pourquoi je considère Abritus comme appartenant à l'Antiquité tardive. Si jamais vous êtes intéressé par la borne finale que je donne à l'Antiquité tardive, je dirais 751, car il s'agit d'une triple date événement. En effet, à cette époque, le califat omeyyade est remplacé par le califat abbasside, et les mérovingiens, dernier héritage des royaumes barbares inféodés aux Romains, sont remplacés par les carolingiens. Et l'exarcat de Ravenne chute aux mains des Lombards, ce qui veut dire que l'Empire romain d'Orient cesse définitivement de contrôler sa capitale d'origine. Entre 251 et 751, Rome a donc mis 5 siècles à chuter entre le rang de capitale du monde connu à celui de ruine prestigieuse, n'ayant que la basilique des papes pour centre d'intérêt. Mais revenons au contexte, qui a permis à la bataille d'Abritus d'être aussi marquante. Pendant le Haut Empire, Rome et ses dirigeants avaient connu une période plutôt faste, qui allait s'achever pour les uns avec le règne exemplaire de Marc Aurèle en 180, ou celui plus exubérant de Commode en 192. Cette année allait provoquer une nouvelle crise des 5 empereurs, avec Pertinax, Didius Julianus, Pescennius Niger, Claudius Albinus et pour finir, Septime Sévère qui s'impose. Cependant, la dynastie des Sévères, qui allait régner sur l'Empire entre 192 et 235, à quelques exceptions près, allait prolonger le Principat et le Haut Empire, bien qu'en s'appuyant davantage sur l'armée et en s'assurant du soutien des prétoriens. Toutefois, l'Empire était plus difficile à contrôler qu'auparavant, pour au moins 3 raisons.
La première était que le Sénat se sentait floué dans ses droits, sentant bien que l'Empire glissait d'une république autoritaire à une sorte de monarchie orientale. La seconde était une conséquence de la bonne gestion des Antonins au siècle précédent. De nombreuses villes avaient prospéré, telles Carthage, Alexandrie, Antioche ou Palmyre, et dans une moindre mesure, Émèse, Pétra, Éphèse, Nicée, Athènes, Vérone, Capoue, Aquilée, Trèves, Philippopolis, l'actuelle Plovdiv, qui n'est pas loin de la bataille d'Abritus, ce qui nous intéresse, ou une ville aussi comme Italica, l'actuelle Séville. Et donc il ne s'agissait plus de contrôler seulement Rome, mais toutes les villes régionales d'importance. Et la moindre révolte pouvait prendre des proportions inquiétantes. Et de même, en cas d'incursion hostile, la perte de ces régions et de ces villes pouvait entraîner de graves conséquences économiques et également de moindres rentrées substantielles d'argent dans les caisses de l'Empire. Et il y avait aussi une troisième raison pour laquelle l'Empire était plus difficile à contrôler qu'auparavant, c'était l'armée romaine, qui était consciente de sa force pour propulser ou non un empereur sur le trône. Donc, il commençait à y avoir des usurpations de pouvoir, notamment avec Macrin, qui était le premier empereur soldat d'origine équestre, qui avait gouverné depuis Antioche entre 217 et 218. Comme quoi Antioche était aussi devenue une sorte de grande ville orientale qui pouvait rivaliser avec Rome. Les empereurs romains étaient donc pris entre le marteau et l'enclume. S'ils guerroyaient loin de Rome, le Sénat pouvait conspirer contre eux, ou bien l'agitation gagnait les provinces qui se sentaient délaissées. S'ils envoyaient au contraire un général, les légions victorieuses pouvaient le revêtir de pourpre et le tenant du titre se retrouvait à gérer une à plusieurs usurpations. C'est pourquoi au fur et à mesure de la perte de légitimité de leur pouvoir, les empereurs romains cessèrent d'envoyer des généraux, comme un Néron qui pouvait encore compter sur un Corbulon, afin de guerroyer eux-mêmes sur le front, à l'instar d'un Marc Aurèle ou d'un Septime Sévère, en promouvant l'exemple d'un commandement héroïque dans la vie militaire et un gouvernement qui se voulait plus ou moins exemplaire dans la vie civile. D'autres empereurs, comme Commode, pouvaient soigneusement veiller sur la frontière et ne pas entrer en guerre. La paix devint donc une sorte d'aspiration à laquelle l'Empire tenait pour ne pas voir le pouvoir s'effondrer sous le poids qui pesait sur ses fondations. Septime Sévère allait cependant prendre une décision qui allait s'avérer calamiteuse pour la suite, mais qui était absolument nécessaire pour qu'il stabilisât son autorité. En décidant d'augmenter la solde des légionnaires, il satisfaisait l'armée, et pouvait mener campagne en Écosse ou sur le Rhin. Son fils, Caracalla, pouvait aussi mener victorieusement campagne contre l'Empire parthe dans les années 210. En apparence donc, l'Empire pouvait reprendre l'offensive et tenter de piller ses voisins pour équilibrer ses finances. Or, les campagnes militaires étaient souvent plus difficiles et plus onéreuses que prévu. Et en l'absence de rentrée de métaux précieux, les capacités de frappe monétaire de l'Empire demeuraient les mêmes. Puis encore, les mines d'or et d'argent en Hispanie ou en Bretagne commençaient à se tarir, et les filons étaient moins prometteurs que prévu. Cela poussa donc la dynastie des Sévères à dévaluer la monnaie, en introduisant de moins en moins d'or dans l'aureus, et de moins en moins d'argent dans le denier. Les deux pièces, qui étaient pures à 90%, ou presque pendant la dynastie des Antonins, ne contiennent plus environ que 50 à 60% de métaux précieux pendant la période des Sévères. Il en résulte plusieurs conséquences inattendues qui peuvent être expliquées par l'école monétariste des économistes, dont Milton Friedman. Alors il est possible de ne pas être toujours d'accord avec eux, mais c'est un cas d'école bien étudié que celui de l'augmentation de l'émission de la monnaie par un gouvernement dans un contexte de stagnation économique sans création réelle de richesse. Ce qui est à peu près la situation de l'Empire romain avec une sorte de stagnation technologique. Donc comme il n'y a pas d'augmentation de productivité entre les années 180 et 210, il en résulte un début d'inflation. Et celle-ci n'allait pas être jugulée avant l'avènement de Dioclétien dans les années 280. Cette inflation allait provoquer une forte agitation populaire tout au long du IIIe siècle. Et le peuple, plus enclin à croire les promesses des usurpateurs, tiendrait toujours rigueur aux empereurs en place, qui eux connaissaient la réalité souvent désastreuse de la situation, et se voyaient contraints d'augmenter les impôts par nécessité réelle ou perçue comme telle.
L'autre conséquence inattendue de cette politique semble être la moindre circulation des monnaies romaines dans le Barbaricum, le fameux espace barbare qui s'étend du Rhin au Danube, comme tend à le montrer les études de l'archéologue polonais Jerzy Kolendo. Quelle qu'ait été l'origine de cette disparition relative de cette pièce de monnaie, elle traduit sans doute une diminution du commerce avec les barbares, qui peut-être acceptaient moins cette monnaie réduite en valeur, ou alors qui ne recevaient plus des subsides de Rome pour se tenir tranquille. Ainsi donc, les différents peuples barbares, ramenés dans la paix par Marc Aurèle et Commode dans les années 180, deviennent donc de plus en plus turbulents jusque dans les années 230, au point de faire peser une menace constante sur les frontières rhénanes et danubiennes, justifiant encore pour les empereurs le besoin de se reposer sur l'armée. Cette idée de la guerre, qui a lieu lorsque le commerce n'est plus possible, s'est souvent vue vérifiée dans l'histoire. Mais nous pouvons aussi nous poser la question des raisons supplémentaires expliquant l'agressivité des barbares. L'une d'entre elles semble être de nature climatique. L'historien américain Kyle Harper semble avoir mis en évidence une tendance de fond. À partir du IIIe siècle, le climat jusque-là chaud et humide depuis l'époque des guerres puniques, favorisant la constitution de grands empires et la croissance démographique, devient plus froid et plus sec, en passant par un minimum autour du VIe siècle. Nous pouvons donc en déduire que des populations entières vont donc davantage lutter pour se nourrir ou se déplacer pour chercher de meilleures régions où vivre, entraînant dans leur sillage le début des grandes migrations. C'est ainsi que certains peuples arrivent sur le bord du Danube, aux côtés des Daces, des Carpes, des Sarmates, des Yaziges d'autrefois, se mêlent désormais les Alains et des Goths, dont l'origine n'est pas clairement établie, que ce soit entre la Scandinavie et l'Ukraine. Mais les premiers nouveaux peuples barbares se signalent bien, pour la première fois, aux alentours des années 230. Cette agressivité est d'autant plus permise que disparaît en 224 le dernier reliquat de l'ère hellénistique. En effet, la campagne victorieuse de Caracalla entre 216 et 217 avait permis à Rome d'affaiblir durablement son éternel adversaire. L'Empire parthe, à genoux après un dernier pillage de Ctésiphon, finit par être renversé par son vassal perse. Or, la dynastie perse sassanide souhaite faire revivre l'ancienne période de gloire des Achéménides et revendique davantage de territoires sur sa frontière ouest, comme l'Égypte, la Syrie, l'Asie mineure ou la Grèce. Ainsi donc, dès les années 220, des conflits sporadiques vont éclater entre l'Empire romain et l'Empire perse, devenant une constante de l'Antiquité tardive jusque dans les années 640. Cette frontière orientale devenant hostile, les empereurs de Rome devront toujours maintenir des armées sur le pied de guerre, armées qu'ils ne pourront mobiliser contre les incursions barbares rhénanes ou danubiennes. C'est ainsi qu'en 232, l'empereur Sévère Alexandre est obligé de mettre un terme à ses campagnes mésopotamiennes pour défendre de nouveau la frontière avec la Germanie. Cette inquiétude à l'est n'est pas à prendre à la légère, car l'essentiel des riches cités de l'Empire sont finalement devenues des cités orientales. Antioche, Alexandrie, Pétra, Émèse, Bosra, Éphèse, Palmyre et Beyrouth sont alors florissantes, et toutes sont sous la menace d'une invasion perse. Pourtant, ces villes sont le berceau de la famille des Sévères, lieu de naissance de Julia Domna, la femme de Septime Sévère. Et bénéficiant des attentions impériales jusque sous Philippe l'Arabe dans les années 240, ces cités sont le foyer de la richesse et de la puissance économique de l'Empire, alors que l'Occident semble devenir moins prospère. Les années 210 à 230, comme nous sommes en train de le voir, créent un climat favorable au futur désastre d'Abritus. Il faut des figures politiques fortes pour que l'Empire tienne bon. Or, les empereurs Caracalla et Sévère Alexandre sont de bons empereurs. Si le premier est connu pour sa tyrannie éclairée, son édit de 212 et ses termes, le second passe parfois pour un empereur faible. Pourtant, avec un règne de 222 à 235, Sévère Alexandre possède le règne le plus long de tout le IIIe siècle sur l'intégralité de l'Empire, au contraire de Dioclétien qui devra le partager. Connu pour son caractère doux mais résolu, il gouverne en accord avec sa grand-mère, puis sa mère, les deux Julia, respectivement Mésia et Mamaïa. Cela lui vaut des accusations de faiblesse dans ce siècle très guerrier, mais qui met aussi en lumière le pouvoir des impératrices, qui n'hésitent pas à assumer de plus en plus le pouvoir, se passant
parfois d'hommes comme Zénobie dans les années 260 à 274. Cette étrange dualité entre forte militarisation et rôle accru des femmes n'est nullement le signe de l'affaiblissement de l'Empire. En effet, l'Empire est encore très fort, et la politique d'évergétisme des empereurs, autrement dit de construction d'édifices publics financés par des dons de familles puissantes, se maintient au moins jusqu'au règne de Dès, dans les années 250. Toutefois, ce qui change est ce qui est caché derrière l'édit de 212 de Caracalla, accordant la citoyenneté romaine à tout homme libre dans l'Empire. D'une part, cela permettait de lever plus d'impôts et d'enrôler plus de soldats, un éternel problème des empereurs, mais d'autre part, cet édit était contrebalancé par la constitution de Caracalla et le système du colonna, comme l'historien Didier Bondu l'a remarqué. Ce système du colonna est une forme de métayage, mais il attache un plébéien souvent appauvri par les années d'inflation à la terre qu'il cultive. Il peut y vivre contre la redevance du produit de son labeur à son propriétaire terrien. Il s'agit de l'ancêtre du servage, peut-être pour faire face à des terres vidées de leurs habitants après le passage de la peste antonine et l'échec de Marc Aurèle à faire des Germains les premiers peuples confédérés de l'Empire. L'apparition de ce proto-servage confirme ce début d'antiquité tardive qui revêt des aspects de Moyen-Âge. Or, l'apparition de ces colons, non mobilisables car attachés à la terre qu'ils cultivent, créant un intermédiaire entre l'homme libre et l'esclave, va poser des problèmes de recrutement à l'armée romaine. Obligée de faire de plus en plus appel à des auxiliaires étrangers ou barbares, qu'elle paye à bon prix, la Légion commence petit à petit à perdre son identité, sans arriver au niveau de barbarisation que connaîtront le IVe puis le Ve siècle. Dans la même logique, nous pouvons dire que l'Empire des années 220-230 n'est pas totalement en crise sous Sévère Alexandre. De brillants esprits, formés parfois sous les Antonins, y exercent encore, comme Ulpien, le juriste, qui influencera plus tard le digeste de Justinien, ou Dion Cassius, le consul et historien, Plotin, le philosophe néoplaténicien. Il y a des difficultés, certes, mais la vie intellectuelle continue et les lois promulguées vont dans le sens d'un relatif progrès. Du côté des sciences, Alexandrie reste la ville phare de l'Empire, malgré la répression de Caracalla en 216 et la destruction d'une partie de la ville. Diophante a laissé des traités d'algèbre fascinants qui ne seront redécouverts par Fermat et Lagrange des siècles plus tard, et Zosime de Panoplis commence à maîtriser l'art de la distillation en chimie. Vous l'aurez compris, l'Empire est loin d'être décadent. Le vrai tournant pour le drame qui se prépare en 251 consiste dans le double assassinat, en 235, de Sévère Alexandre et de sa mère, accusés de mollesse en négociant la paix plutôt que de préférer un combat glorieux contre les Germains. L'usurpateur, Maximin le Thrace, gouverne depuis ses légions rhénanes et ne prend pas la peine d'aller à Rome pour se faire confirmer par le Sénat. Il lève des impôts pour entretenir les routes stratégiques au déplacement de ses légions et combat les barbares avec efficacité. Mais dès 236, les Perses d'Ardachir Ier, avertis du changement de pouvoir et des batailles de Maximin sur le Danube, lancent des raids contre la Syrie romaine, prenant l'Empire au dépourvu sur deux fronts. Et si les événements de l'année 237 sont méconnus, souvent par manque de sources, l'année 238 est un florilège de chaos en matière historique. Année des 6 empereurs, elle sera sans équivalent dans l'histoire romaine avant le règne désastreux d'Honorius. Tout part d'une révolte fiscale en Afrique. Excédés, les citoyens proclament le vieux Gordien Ier et son fils Gordien II empereurs. Pendant ce temps, avec sans doute un manque de ravitaillement en blé de Carthage parvenant à Ostie, les citoyens romains se révoltent et proclament co-empereurs les deux sénateurs Pupien et Balbin. Alerté du danger, Maximin le Thrace décide de faire route à marche forcée vers Rome afin de châtier les révoltés, puis d'écraser dans le sang la révolte de la province d'Afrique. Puis, les événements s'enchaînent. Un légat fidèle à Maximin bat les légions de Gordien II, provoquant la mort du candidat impérial rebelle, qui combattait sur le champ de bataille, et le suicide de Gordien Ier lorsqu'il apprend la nouvelle de la mort de son fils.
Parallèlement, dans ce jeu de quilles pour la conquête ou la conservation du pouvoir, Maximin n'a pas le temps de franchir certains fleuves italiens en crue pendant le dégel du printemps, et il s'obstine à assiéger Aquilée, que Pupien défend avec acharnement. Au fur et à mesure que le temps passe, les défenseurs constatent que les assaillants manquent de vivres. La colère gronde dans le camp de Maximin, et les soldats finissent par exécuter l'empereur-soldat. Il serait possible de penser qu'il ne reste plus que 2 empereurs possibles avec Pupien et Balbin, ce dernier étant resté à Rome pour gérer la ville. Malheureusement, ces 2 notables sont bien impopulaires. Ils doivent adopter Gordien III, le neveu de Gordien II, afin de rallier la révolte africaine et stabiliser la situation. Gordien III, âgé de 13 ans, sera donc leur successeur et demeure pour le moment un enfant au milieu de la tourmente, avec pour seul titre celui de prince de la jeunesse. Mais courant 238, alors que les festivités pour célébrer la victoire de Pupien et de Balbin sur Maximin vont bon train, la garde prétorienne, grande oubliée de ce jeu de pouvoir entre le Sénat et l'armée, exécute les 2 empereurs, afin de ne laisser au pouvoir que le seul Gordien III, facile à manipuler. Par ailleurs, le jeune Gordien III se mariera avec la fille de Timésité, le préfet du prétoire, et donc le chef de la garde prétorienne. Véritable numéro 2 de l'Empire depuis le temps de Tibère et de Séjan, le préfet du prétoire exerce une influence primordiale. Et Timésité permet à peu près 5 ans de relative stabilité. Même si la période est mal connue dans les détails de la vie courante ou de la vie économique de l'Empire, ce qui occupe les esprits est une invasion combinée de Goths, d'Alains et de Sarmates dans les régions de Pannonie et de Mésie, alors que Shapur Ier, roi des Perses, attaque à l'est. Un scénario classique sous le Bas Empire. Durant la campagne de 242, Gordien III parvient à repousser les barbares et parvient même à en enrôler comme auxiliaire dans ses légions afin de combattre les Perses, ce qui aura une influence capitale pour la suite. Un certain Aurélien fait aussi entendre parler de lui en combattant les Sarmates, et même si ce sera le futur empereur de 270 et que sa carrière sera corrélée au temps troublé, n'avançons pas trop vite. Notons aussi que Gordien III dissout la légion de Numidie qui avait tué son oncle, la légion III Augusta, et que celle-ci sera reformée plus tard. Cela montre aussi les difficultés financières de l'Empire et les problèmes de loyauté personnelle envers les candidats à la pourpre qui vont déstabiliser les effectifs jusque-là permanents des légions. En 243, l'expédition perse de Gordien III tourne au désastre. Le jeune empereur, jamais retrouvé, est sans doute tué ou décède de la suite de ses blessures, tout comme Timésité peu après la bataille de Mysiquée, début 244. Des révoltes éclatent un peu partout dans l'Empire, jusqu'à temps qu'un nouveau tandem soit trouvé. Il s'agit, en 244, de Philippe l'Arabe, frère d'un ancien préfet du prétoire associé à Timésité, un certain Priscus. Philippe l'Arabe revêt la pourpre impériale, et préférant stabiliser la situation, il signe un traité de paix jugé honteux avec Shapur Ier, et donne à son frère Priscus un titre spécial, recteur de l'Orient. Sans partager l'Empire, cela donne à Priscus beaucoup de champs libres pour gouverner au nom de son frère entre 244 et 249. Mais il lève des impôts très forts, ce qui le rend impopulaire et témoigne de l'agacement de la population à subir le pouvoir central de Rome. Quant au traité de paix, il n'est pas si mauvais. Même si Rome conserve les conquêtes de Gordien III, elle achète la tranquillité au prix de centaines de milliers de pièces d'or et laisse les Perses libres d'installer un souverain qui leur est favorable en Arménie. Le lourd tribut explique sans doute cette nécessité d'imposer les citoyens de l'Empire, même si Philippe l'Arabe espère sans doute que la préservation des territoires rapportera à terme plus d'argent dans les caisses de l'Empire. Le véritable point de détail important est que Philippe l'Arabe va licencier les auxiliaires goths recrutés par Gordien III en 242. Il en résulte que des bandes armées goths, entraînées aux méthodes d'entraînement, de manœuvre et de discipline romaine, vont donc pouvoir progressivement regagner le Danube, puisque démobilisés. Tous les ingrédients qui mèneront donc à Abritus sont désormais réunis. Néanmoins, ce qui va accaparer le règne de Philippe l'Arabe sera l'embellissement de sa province natale et la préparation des Jeux du millénaire de la fondation de Rome en 247. Autre ingrédient qui va préparer
la future scission de l'Empire, le fait que l'empereur règne à Rome, mais que son frère Priscus dispose de pouvoirs étendus en Orient. Cela rappelle le duo formé par Marc Aurèle et son frère Lucius dans les années 160. Cela vient du fait que l'Empire est temporairement devenu trop problématique à gouverner pour un seul homme, en raison des multiples problèmes auxquels il doit faire face. Des usurpateurs, tels Pacassianus en Mésie ou Jotapien en Cappadoce, sont proclamés par leurs troupes. D'autres, en Gaule, en Syrie ou en Dacie, s'agitent également. Fait unique dans l'histoire de Rome, Philippe l'Arabe propose même au Sénat de démissionner de sa charge d'empereur, ne se sentant plus capable d'assumer sa tâche. C'est le préfet de la ville, Dès, qui lui redonne courage et qui est choisi pour mater la révolte sur le Danube, d'autant plus que les Goths en profitent pour attaquer les villes frontalières et que d'autres peuples franchissent le Danube en Pannonie. La campagne de Dès en 249 étant victorieuse, il est lui-même acclamé empereur par les légions qui n'ont jamais accepté la politique conciliatrice de Philippe l'Arabe avec les Perses. Les problèmes continuent de s'accumuler et la situation devient intenable. Pour des raisons inconnues, l'empereur doit encore une fois dévaluer la monnaie, provoquant d'autres révoltes, dont celle de l'Égypte, et l'approvisionnement en blé de Rome est diminué, provoquant la colère populaire. Les 2 légions et la garde prétorienne de Philippe l'Arabe sont écrasées par les 6 légions danubiennes aguerries de l'empereur, enfin du futur empereur Dès, lors de la bataille de Vérone en 249, provoquant un nouveau changement d'empereur. Dès, qui est enfin donc couronné, doit vite stabiliser la situation et décide de marquer les esprits en essayant de restaurer la politique de grandeur de Rome et de revenir à des institutions plus républicaines, tout en rétablissant le culte polythéiste traditionnel, qui était déjà en déclin, menacé par de nouvelles religions, qu'elles soient orientales ou chrétiennes. Il est donc le seul empereur à essayer de se départir de la charge sensoriale et à vouloir faire revivre la puissance tribunicienne à travers sa personne depuis fort longtemps. Il se fait appeler Trajan Dès, afin de rappeler le temps béni où l'Empire était fort, prospère et dirigé par celui qui se faisait surnommer le meilleur des princes, à savoir le premier Trajan. Il restaure des édifices publics, ce fameux Trajan Dès, fait réparer le Colisée et fait construire des thermes sur l'Aventin, qui sont néanmoins de dimensions plus petites que ceux de Caracalla. Cette exaltation du Principat, en plein IIIe siècle, que l'on présente comme trop militaire et trop turbulent, est assez remarquable en soi. Il semble que suite à ces mesures, les révoltes se soient temporairement calmées. Mais le fait est que les informations sont tellement parcellaires que les dissensions entre provinces de l'Empire sont peut-être tout simplement oubliées. Ce qui marque également le règne de Trajan Dès sont les grandes persécutions contre les chrétiens, qui refusent de sacrifier pour le salut de l'empereur. Des émeutes ont lieu à Rome et à Alexandrie, et les biens de quelques chrétiens sont également confisqués, comme au temps des proscriptions pendant le 1er siècle avant notre ère. Cela montre également que les finances de l'Empire sont toujours au plus bas. Malheureusement pour Dès, le temps des périls n'est pas fini. Dès 250, le chef des Goths, nommé Cniva, envahit la Mésie une nouvelle fois. Son armée est composée de 15 000 à 70 000 barbares, avec un mélange étrange et inédit de peuples, comme les Bastarnes, dont la présence est confirmée depuis plusieurs siècles, puisqu'ils étaient alliés à Mithridate. Il y a aussi des Yaziges, des Carpes, légèrement plus récents, des Daces et des Goths, qui viennent d'arriver sur la scène politique. Il y a également des déserteurs romains, ce sont ceux qui ont été démobilisés par Gordien III. Il y a peut-être des rebelles de Pacassianus, ou peut-être même des vétérans à l'histoire plus complexe encore, car il ne serait pas interdit d'imaginer des survivants de l'époque de Maximin, qui était d'origine thrace. L'armée goth se divise en 2 colonnes, et si la première ravage la campagne de Thrace, en actuelle Bulgarie, la seconde assiège Philippopolis, l'actuelle Plovdiv, une riche cité à l'époque, comptant peut-être jusqu'à 100 000 habitants. Si tous les détails ne sont pas connus, ce qui est intéressant à cette époque de l'Empire romain, c'est qu'après de longues périodes, où la seule présence de la Légion engendrait la victoire, les historiens antiques tels Jordanès, Eusèbe de Césarée
ou Aurelius Victor ont pu garder la trace de mouvements de campagne et consigner la présence de bataille comme si la victoire n'allait plus de soi, mais qu'elle devait s'y gagner comme auparavant au temps de la République, à savoir de hautes luttes et par des manœuvres tactiques. Il faut comprendre par là qu'après la bataille de la Weser, en l'an 16, qui vengea Teutobourg, il n'existe pas réellement de traces de bataille pendant le Haut-Empire. À peine mentionne-t-on Camulodunum pendant la révolte de Boadicée en 60, ou le siège de Jérusalem en 70. Les campagnes de Corbulon et d'Agrippa sont peu connues, et celles de Trajan ou de Marc Aurèle ne font mention d'aucun épisode plus marquant, plus décisif qu'un autre. Il faut vraiment attendre Gordien III pour que la campagne perse de 243 mentionne des lieux de bataille. Bref, les temps changent. À la tête de peut-être 80 000 hommes, l'empereur d'Hesse est obligé de diviser ses forces à son tour entre ses lieutenants et son fils aîné afin de donner la chasse aux Goths. Mais la partie n'est pas aisée tant le chef Cniva est rusé. Si l'armée romaine parvient à sauver la ville de Nicopolis à Distrum, une prospérité qui avait pris son essor tout au long du IIe siècle et du début du IIIe siècle, elle ne parvient pas à empêcher un premier désastre à Béroé en 250. Alors qu'elle se dépêche d'intercepter les Goths qui font retraite, elle doit se reposer après une marche forcée. Et c'est pendant cette phase de repos que les barbares attaquent de manière inopinée et mettent en déroute une partie des armées romaines avec des pertes inconnues de part et d'autre. Cniva peut donc reprendre le siège de Philippopolis, ayant mis d'Hesse hors d'état de livrer combat. Apparemment, les Goths sont d'intelligence avec le gouverneur local, qui leur livre la cité contre la promesse d'être portés au pouvoir par leur armée. Mais Cniva ne tient pas parole. Il massacre les habitants et pille la ville. Son butin est tellement abondant que son armée alourdie ne peut faire route que très lentement vers l'autre rive du Danube, ce qui donne du temps à Dès pour rassembler une partie de ses troupes. Commandant 3 légions et des troupes auxiliaires, l'empereur pourrait compter sur le soutien de son consul, Trébonien Gall, ancien gouverneur de Mésie, qui dispose de 2 légions. Mais les 2 hommes ont du mal à se comprendre pour des raisons inconnues, sans aller jusqu'au soupçon de trahison, et ils ne parviennent pas à opérer leur jonction. Trébonien est peut-être prudent quant à Dès, qui craint les usurpations. Il sait que si jamais il ne se montre pas victorieux au combat, eh bien, cela ira mal pour lui. Donc, son impatience va le pousser à mettre fin au péril goth. L'empereur d'Hesse compte peut-être 20 à 25 000 soldats, avec beaucoup d'infanterie, dans la plus pure tradition romaine, bien que ces chiffres soient très flous et soumis à beaucoup d'incertitudes. Ce qui est certain en revanche, c'est que la légion du IIIe siècle est alors à son zénith en termes de puissance. L'équipement du légionnaire est lourd et sa capacité à manœuvrer ou à être efficace sur le champ de bataille est sans égal. Il y a néanmoins un bémol. Comme le souligne l'historien J. E. Landon, l'armée romaine a perdu toute créativité en termes de tactique. Elle se déploie encore sur 3 lignes, mais ses chefs aiment faire preuve d'un héroïsme imprudent, se voyant toujours dans la peau d'un nouvel Alexandre. Férus de culture grecque, les légats et les commandants romains commencent à imiter la phalange, amorçant un mouvement de transition entre la légion du IIe siècle, qui s'entraînait parfois à créer un mur de boucliers et à réintroduire la lance, et la légion du IVe siècle, qui ressemblait à une phalange. Cela pousse paradoxalement les tacticiens romains à abandonner l'idée de stratagème complexe en ne poussant que quelques ruses, comme à Nisibe en 217, à partir du dispositif en triple ligne flanqué d'ailes de cavalerie. La légion est tellement puissante qu'il ne sert à rien de changer un dispositif qui gagne. Côté Goth, le chiffre de 70 000 soldats paraît exagéré, mais il est possible, en décomptant femmes, enfants et vieillards, de réduire ce nombre autour de 35 000, voire moins, les plus sceptiques avançant 20 000 tout au plus, bien que les barbares aient pu parfois faire combattre des femmes, et ce que nous considérerions aujourd'hui comme des adolescents. Je vais donc retenir un chiffre médian autour de 35 000 soldats pour Cniva, ce qui semble possible à l'aune d'autres batailles du IIIe siècle. Les Goths ne sont pas du tout aussi bien équipés que les Romains, bien qu'ils aient détroussé quelques armures après la bataille de Béroé. Cependant, ils sont très bien formés, ayant appris auprès des déserteurs et des Daces,
qui avait longtemps auparavant donné du fil à retordre à Domitien et Trajan. Les Goths du IIIe siècle ne semblent pas encore avoir eu de cavalerie efficace et sont encore essentiellement un peuple de fantassins et d'archers, comme nous allons le voir. Le plan de Cniva est remarquable dans son articulation. Se sachant rattrapé par Dès, il se rend compte qu'une plaine marécageuse pourrait être à son avantage. Reconnaissant le terrain en préalable, il repère les endroits sûrs pour être franchis par ses troupes et les zones les plus traîtresses où des formations pourraient être piégées dans la boue et les hauts-fonds. Puis il divise également son armée en 3 lignes, qu'il espace grandement afin de donner l'impression aux Romains que chaque partie est relativement isolée. Il donne des consignes strictes. Après avoir engagé le combat, les 2 premières lignes doivent fuir vers des points de regroupement afin d'attirer les légions de l'empereur Dès au cœur du marécage face à la 3e ligne qui contient beaucoup d'archers et qui se révélera alors. Ce que ne sait pas encore Cniva, c'est à quel point sa stratégie va se rapprocher de celle de Cannes, que l'histoire d'Hannibal lui ait été contée ou non par des contacts romains. Tel est donc le décor qui est planté pour la bataille d'Abritus au cours de l'été 251. Bien que tous les détails de la bataille ne soient pas connus, Jordanès, Dexippe et Aurelius Victor étant des historiens relativement contemporains de la bataille, misant plus sur la conduite exemplaire de l'empereur, et les historiens chrétiens ultérieurs insistant sur l'ampleur de sa défaite, lui tenant rigueur pour ses persécutions, il est possible malgré tout de connaître quelques faits marquants et quantifiés. Il est possible que la bataille ait commencé par une embuscade où le fils aîné de l'empereur, Irénius Etruscus, car sa mère se prétendait d'origine étrusque, trouve la mort suite à une salve de flèches. La citation ultérieure est totalement apocryphe, mais elle prouve le relatif stoïcisme de Dès, qui au contraire d'un Crassus, vivant la même mésaventure à Car, à savoir la perte d'un fils au combat, aurait motivé ses troupes par la phrase suivante « La mort d'un seul soldat ne doit pas miner le moral des troupes de la République ». Ce qui continue aussi de prouver que Dès vit dans le passé et se considère encore comme un magistrat extraordinaire de la République, plutôt que comme un véritable empereur. Mais pour aller plus loin, parions que là où Crassus avait été paralysé par le deuil, Dès a sans doute été aveuglé par sa peine, muet en volonté de faire payer aux Goths la mort de son fils. Dans les 2 cas, l'exposition inutile des personnalités de premier plan à l'avant-garde de l'armée, par culture héroïque, a été la cause d'absence d'un jugement lucide sur la situation. Se lançant à l'assaut de la première ligne barbare, les légions romaines échangent des jets de javelots avec l'amas de bastarnes, de carpes et de goths. Elle obtient facilement l'avantage, et après un bref combat, elle met en déroute ce premier rideau de troupes. C'est alors qu'apparaît la 2e ligne goth, plus nombreuse et plus aguerrie. Au désarroi de Dès, l'ennemi apparaît plus nombreux que prévu, et se met à imiter une tactique romaine bien connue, ayant divisé ses troupes. Toutefois, la légion, qui semble s'être compacifiée en cordes sur 3 lignes compactes, et peu étendue en profondeur dans ce qui ressemble à un assaut général, l'ennemi ayant été estimé en faible nombre, possède un avantage toujours aussi décisif lors du combat au corps à corps. Décimés, les Goths battent en retraite sur le côté, dévoilant devant les Romains la fameuse plaine marécageuse d'où la 3e ligne les provoque. Que ce soit par simple volonté d'en finir avec les Goths, ou par ordre d'un Dès aveuglé par la rage, les légions s'engagent complètement dans le bourbier et découvrent la nature piégeuse du terrain. Ralenties dans leur marche, elles pensent peut-être découvrir un ennemi équipé de lances, de glaives et de boucliers, comme les premières lignes. Mais la nature de la réserve de Cniva est tout autre. Outre quelques cavaliers, ce sont surtout des archers qui se mettent à décocher leurs flèches contre les légionnaires. Englués dans la boue et dans les trous d'eau, les soldats romains n'ont pas le temps de parvenir au corps à corps sous cette averse de traits. Ils constatent également avec effroi que les 2 premières lignes goths reviennent au combat sur le pourtour du marais, les encerclant sur au moins 3 côtés d'un carré. Pressés de tous côtés, les légionnaires tombent par dizaines, que ce soit sous l'effet des flèches, des coups des barbares ou de la panique s'ils se piétinent. Assistant au désastre de son armée, Dès finit lui-même par être tué par un barbare, devenant officiellement le premier empereur
romains à mourir au combat, ce qui cause un choc immense pour l'armée d'Abritus et pour l'Empire. Quelques légionnaires parviennent peut-être à s'extirper de la nasse afin de narrer les faits, mais leur nombre est inconnu. Les 3 légions sont annihilées. Victorieux, Cniva peut rentrer en pays Caux, au-delà du Danube, où il pourrait régner pendant de nombreuses années, peut-être jusqu'à l'époque d'Aurélien, au début des années 270. Les barbares peuvent célébrer l'événement. Ils ont amassé un formidable butin et défait les armées romaines comme jamais de mémoire d'homme dans la région. Mais les véritables conséquences d'Abritus commencent à peine pour l'Empire. Sans ce contexte particulier, cette bataille n'aurait pu être une petite ligne de plus dans sa grande histoire, qui a été faite d'aléas et où, bon an mal an, l'Empire se maintenait au plus haut niveau. Dans un contexte déjà troublé, la mort de l'empereur Dèce, qui unifiait l'Empire par sa personnalité énergique et charismatique, allait créer un nouveau vide politique qui déchirerait durablement le monde romain. Faisons donc le bilan. Les années 251 à 253 sont extrêmement troublées, avec des usurpations et des contre-proclamations d'empereurs de partout. En pleine tourmente politique, Trébonien Gall, le lieutenant de Dèce, ne peut se maintenir au pouvoir, même s'il associe à son titre Hostilien le dernier fils de Dèce, et Volusien, son propre enfant. Mais, coup du sort, Hostilien meurt de la peste, et nous en reparlerons. Et les rumeurs qui accablent Trébonien, comme le traître de Dèce à Abritus, provoquant le désastre, vont bon train, bien qu'elles ne soient pas fondées. L'année 253 est une nouvelle année aux multiples empereurs. Émilien se soulève avec les légions du Danube, chargées de mater de nouvelles incursions goths. Valérien se soulève avec les légions du Rhin, chargées d'écraser la révolte d'Émilien. Après quelques batailles et plusieurs morts d'empereurs ou d'usurpateurs locaux, Valérien s'impose en 253, mais la situation est critique. Les Perses ont écrasé une grande armée romaine en Orient et ont rasé Antioche. Il faudra des années à Valérien pour rétablir la situation et reconstruire Antioche, d'où il gouverne. Obligé de s'appuyer sur quelqu'un de fiable à Rome, il associe son fils Gallien à Rome, ce qui préfigure la tétrarchie, car d'autres notables sont élevés à des titres extraordinaires pour aider les co-empereurs. Cela permettra de stabiliser la situation jusqu'en 260, où la capture de Valérien par Chapeau Ier au cours d'une seconde bataille de Cars sonne le glas de l'Empire unifié. Odena, recteur de l'Orient, un titre créé dans les années 240, s'émancipe du pouvoir central et crée un deuxième empire romain, dont la capitale est Palmyre. Son épouse, Zénobie, en deviendra impératrice et réussira à rendre cet état florissant dans les années 270. En Gaule, une nouvelle invasion barbare, franque et alamane, excède l'aristocratie locale, qui juge Salonin, le fils de Gallien, incompétent. Postume, qui le dépose, crée alors temporairement un empire sécessionniste en Gaule et dans les îles bretonnes. Gallien sera incapable de réunifier l'empire et le laissera en 3 parties jusqu'à la fin de son règne en 268. En causant un tel maelstrom politique, la bataille d'Abritus est donc déjà bien décisive, mais les répercussions sont aussi militaires et démographiques, ainsi qu'économiques et religieuses. Continuons donc sur le terrain militaire. Dans les années 238 à 253, de nombreuses légions se sont affrontées entre elles et contre les barbares, épuisant le sang romain. De nombreux commandants militaires se sont trop souvent rêvés en empereurs, réussissant parfois dans leurs entreprises. L'une des mesures de Gallien, acculé de toutes parts, est de diviser pour mieux régner. La taille des légions se réduit de moitié. Il généralise aussi l'envoi des vexillations, autrement dit, de cohortes mobiles vers d'autres parties de l'Empire pour prêter main forte sur les fronts les plus exposés. Il en résulte une perte du sentiment d'attachement des légionnaires à leur commandant d'origine, mais une plus grande fidélité envers l'Empire. La mesure semble fonctionner. Elle est d'autant plus nécessaire que de moins en moins de civils romains souhaitent s'enrôler dans la Légion, dont les succès semblent de moins en moins garantis. Gallien est parfois obligé de recruter des barbares, voire parfois de faire preuve de mansuétude envers d'anciens prisonniers de guerre en les incorporant dans les nouvelles unités créées. La légion de Gallien est donc une légion en voie de barbarisation aux grandes dames des sénateurs romains qui y voient une mesure de faiblesse et de déshonneur.
L'autre réforme de Galien est de miser sur la cavalerie. À partir des années 250, la légion romaine se transforme. D'une longue tradition d'infanterie lourde, elle se mue progressivement en troupe à cheval. Les cataphractes, ou leur équivalent, se généralisent dans la légion romaine, afin de mieux lutter contre les troupes germaniques, constituées de fantassins très mobiles et de quelques cavaliers, adaptés aux tactiques de raid en profondeur. Ces réformes permettront sans doute à Aurélien de reconquérir l'Empire entre 270 et 274, puis à des empereurs plus législateurs, comme Dioclétien, de repenser aussi le fonctionnement de l'armée. Mais ce sont durant les années qui surviennent après les doubles débâcles contre les Perses et les Goths que l'armée romaine passe d'une structure d'infanterie lourde largement dépassée par les nouvelles techniques de combat de ses adversaires, bien que celles-ci nous sont largement méconnues, à une structure plus mobile fondée sur la cavalerie et une infanterie légèrement allégée. C'est ainsi que progressivement la Légion va abandonner le pilum et se spécialiser en unités maniant l'épée, la lance ou l'arc, qui retrouvent grâce aux yeux des Romains à cette période. Cavaliers, archers de cavalerie et servants de machines de siège constitueront aussi la nouvelle Légion à partir de la fin du IIIe siècle, bien que les changements soient lents et difficilement perceptibles. Mais passons. Bien maniée, la Légion restait un outil formidable, au moins jusque dans les années 360. Le grand problème de l'Empire romain demeurait désormais sa population. Au tournant de l'année 250, juste avant Abritus, une peste commença à sévir en Alexandrie. Bien documenté par l'évêque de Carthage, Saint Cyprien, cet épisode allait ensuite être connu comme étant la peste de Cyprien. Provoquant des troubles gastriques et des hémorragies semblables au virus Ebola, elle causa de nombreux morts, et une ville comme Alexandrie passa de 600 000 à peut-être 200 000 habitants. Mais elle n'est pas la seule métropole d'importance à être ravagée, car des foyers importants de population furent durement touchés, comme Athènes, Carthage ou Rome, avec divers degrés de taux de mortalité. Avec la destruction d'Antioche en 252, suite à la campagne perse, l'Empire perdait une autre ville peuplée. Cela se traduisait à la fois par une perte de taxes, une incapacité à recruter de nouveaux soldats, et une diminution possible du nombre de céréales exportables vers Rome, à partir des légions considérées comme des greniers à blé, telles l'Égypte ou la province d'Afrique. Cette peste de Cyprien causa peut-être une mortalité équivalente à la peste antonine de la fin des années 160. Des traces de ce fléau furent même enregistrées en Gaule. L'Empire des années 250 à 280 peina donc à se reconstruire, mettant donc au moins une génération pour retrouver un peu de sa force. La population changeait aussi en termes d'héritage culturel. Si Marc Aurèle eut affaire avec un usurpateur potentiel qui se réclamait de l'héritage séleucide, étant de nobles familles gréco-macédoniennes, la destruction d'Antioche par Shapur Ier allait effacer cet héritage séleucide, et la nouvelle ville bâtie à partir de 253 par Valérien serait une colonie purement romaine. De même, Alexandrie, qui possédait un héritage lagide bien conservé dans les années 210, allait perdre beaucoup de son savoir et de sa culture entre la répression de Caracalla et la peste cyprienne. L'héritage hellénistique, encore vivace sous le Haut Empire romain, disparaît donc complètement après Abritus et la peste de Cyprien, signe que les temps changent. Parlons à présent du choc moral et des changements religieux. Avant le règne d'Eudès, en 249, aucun empereur n'avait songé à persécuter les chrétiens depuis la décision pragmatique de Trajan de les punir, s'il en trouvait, mais de ne pas les chercher pour autant. Ce qu'il faut voir, c'est que l'Empire romain se tourne de plus en plus vers son glorieux passé, son panthéon polythéiste, et tente de raviver la flamme de sa glorieuse histoire conquérante alors que les temps ont changé. La République romaine était menée par des hommes parfois sans scrupules, à la tête d'une armée de soldats citoyens avides de richesses et faisant fi du danger comme du mépris des autres peuples. L'Empire romain était dirigé par des hommes beaucoup plus philosophes, plus instruits, et la population profitait de conditions de vie clémentes, devenant progressivement moins encline à prendre les armes, habituée à la Pax Romana et respectueuse des lois plutôt sophistiquées pour l'époque. Depuis 2 siècles, certains cultes orientaux s'étaient diffusés, dont le culte de Mithra et de Cybèle, qui n'était pas très loin du christianisme primitif. L'influence manichéenne du bien et du mal
n'a pas encore commencé, mais le mazdéisme perse a pu diffuser dans la partie orientale et influencer certains commerçants, car à cette époque, l'Empire commerce jusqu'aux confins du Tigre et de l'Euphrate dans le golfe Persique, vers la ville de Charax, non loin de la Bassora actuelle en Irak. Il n'est donc pas étonnant non plus qu'après la deuxième sophistique, qui avait marqué le IIe siècle, que naisse le néoplatonicisme sous l'influence de Plotin, qui vit en Égypte la première partie de sa vie, et opère une synthèse entre une sorte de mysticisme oriental, la culture grecque, et le stoïcisme d'un Sénèque. Ce courant, bien que non chrétien, prépare parfaitement les mentalités à la transition entre une religion polythéiste et une religion monothéiste. Plotin parle d'un principe unique, fondateur, duquel dérivent tous les principes et toutes les expériences de la réalité. Bien que je ne sois pas du tout calé pour expliquer le néoplatonisme, voici comment je le résume. Le fait que des philosophes plus ou moins mystiques commencent à parler d'élévation de l'âme, de transcendance ou d'immanence, des concepts qui deviendront théologiques, métamorphose complètement le paysage religieux dans l'Empire romain. Les frontières avec le christianisme deviennent poreuses, d'autant plus que ce concept de l'un doit se confondre avec un concept bienfaisant dans la philosophie de Plotin. C'est un pas de plus vers le monothéisme, où un Dieu unique serait l'incarnation du bon. Cependant, aucun empereur n'a encore osé franchir le pas de reconnaître le christianisme comme religion admissible. Mais les empereurs tolèrent parfaitement les néo-platoniciens. Alors pourquoi les persécutions antichrétiennes sévissent? D'une part, parce que dans une époque de complot et de troubles, ne pas afficher sa volonté de soutenir l'empereur en lui dédiant des sacrifices pouvait être mal interprété depuis l'époque de Domitien dans les années 90. D'autre part, parce que le christianisme progressait en dehors de l'Empire également, notamment en Arménie, un royaume tampon entre la Perse et Rome. Or, l'Arménie des années 250 à 260 est soumise à Shapur Ier, le roi des Perses, et sera également le premier royaume ouvertement chrétien à partir des années 300. Cibler la communauté chrétienne permettait aussi de confisquer ses biens, mais l'argument financier, seul dans un contexte de crise, ne permet pas de justifier un tel mouvement. C'est surtout parce qu'un empereur comme Dès exalte le passé romain qu'il ne veut pas de place pour le christianisme. Mais cette peur de voir des agents perses est peut-être plus compréhensible pour un Valérien qui persécute grandement les chrétiens dans la partie orientale de l'Empire parce qu'ils sont plus nombreux et proches des frontières à défendre, tandis que son fils Galien les tolère et va jusqu'à les protéger dans les années 260 parce que la partie occidentale de l'Empire est beaucoup moins convertie et surtout beaucoup plus éloignée de la frontière perse. Néanmoins, ces explications restent une conjecture de ma part et ne semblent pas avoir été l'objet d'études par plusieurs historiens. Ce qu'il faut voir en revanche, c'est que les empereurs cesseront progressivement de sacrifier aux anciens dieux avant un combat. Galien reste un néoplatonicien et reste discret sur cette pratique religieuse. Aurélien est un fervent disciple de Sol Invictus, un dieu soleil guerrier, et de facto Aurélien est l'un des premiers empereurs monothéistes sans être chrétien. Dioclétien prendra un retour au polythéisme romain, mais ne prendra que rarement la direction des opérations militaires. En revanche, dès Constantin, un tournant inverse s'amorce et durera jusqu'au roi barbare comme Clovis. Le dieu chrétien est invoqué à la romaine avant une bataille pour garantir la victoire à ses fidèles et peut se manifester via divers signes célestes qui curieusement disparaîtront dans les chroniques médiévales. Ces manifestations divines dans le ciel sont typiques des victoires des nouveaux convertis de la fin de l'Empire, et il est possible de douter de leur véracité. Cela montre surtout un changement de religion, mais la conservation de certaines pratiques liturgiques. Le choc d'Abritus sera donc psychologique. Les anciens dieux semblent avoir abandonné Rome et ne pas avoir écouté les prières de Trajan Dès. Le dernier changement suite à cette bataille et ce contexte est économique. Des provinces entières de l'Empire ont été pillées ou ravagées par la peste de Cyprien, quand elles n'ont pas été affamées. Autant dire que l'Empire de 252 n'a plus rien à voir avec l'Empire de 249. La Mésie est en ruine, la Syrie a été partiellement pillée, la Gaule est parcourue par les barbares, et l'Égypte comme l'Afrique ont été décimées par la maladie.
La monnaie restera instable jusqu'au règne d'Aurélien, puis de Dioclétien. Les données étant parcellaires, cette monnaie est l'un des rares indices que nous ayons sur la santé économique de l'Empire. L'autre indice est la pollution au plomb retrouvée dans les calottes glaciaires du Groenland et ailleurs, qui témoigne de l'activité artisanale ou pré-industrielle de l'Empire. Celle-ci s'affaiblit à partir de 250, ce qui montre bien que l'épidémie de Saint-Cyprien a eu un rôle décisif, et que même si elle n'avait pas encore touché les soldats à Abritus, la défaite contre les Goths est survenue au pire moment pour l'Empire. En conclusion, Abritus est un point de repère fort dans l'histoire qui peut marquer plusieurs choses. L'éruption des Goths sur la scène internationale avec Niva à leur tête, la mort d'un empereur aux mains des barbares avec l'acharnement d'Odès, la fin confirmée du Haut Empire qui avait du mal à perdurer après 235, le début de l'Antiquité tardive qui peut se marquer entre 251 et 751, et enfin une conjugaison de facteurs pour l'Empire qui va traverser des calamités entre le règne d'Odès et celui d'Aurélien, connaissant une crise économique, sanitaire, militaire avec les invasions, et cette triple crise, eh bien, il ne va jamais s'en relever véritablement. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.